Make the booty bounce on the dance floor. Hello hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour le dernier cours de chimie de la toute rentrée, qui est un cours quand même assez important avec beaucoup de notions mais très peu qui tombent de manière récurrente à l'examen, mais c'est important de savoir pour comprendre l'ensemble du cours. Donc ce cours c'est isomérie et stéréoisomérie. Donc la notion la plus importante de ce cours, je vous le dis déjà, c'est la configuration absolue RS, et il y a aussi ZE. Qui tombent de très souvent, enfin toutes les années même. C'est au moins un QCM sur l'épreuve, des fois c'est un QCM entier, des fois c'est juste un ou deux items, mais ça peut paraître un peu barbare au départ et assez long, mais entraînez-vous, faites des QCM, les QCM qu'on va vous faire, les anatutes, les annales, etc. Et vous allez voir que ça va être très très facile et ça va rentrer tout seul. Donc le plan qu'on va suivre est le suivant. Je vais commencer par vous expliquer les différents types d'isomérie et de stéréoisomérie. Ensuite, je vais vous apprendre à déterminer la configuration absolue RS, et ensuite on va parler de la chiralité. Donc, il existe deux types d'isomérie, du coup. Les isoméries de constitution, qui sont des isoméries planes, du coup, qui diffèrent par l'ordre ou la nature de la liaison, et les stéréoisoméries, du coup, qui sont des isoméries de l'espace, qui diffèrent par la disposition des atomes dans l'espace. Donc, dans les différents types d'isoméries planes, on a du coup les isoméries de constitution ou de fonction, qui du coup ont la même formule brute, mais par exemple la fonction peut varier. Par exemple, dans l'exemple qui est en dessous, on a une cétone et un ester, mais la même formule brute. Puis après, on a les isoméries de chaîne, où du coup c'est la même formule brute et les mêmes fonctions chimiques, mais le squelette carboné est différent. Donc là, par exemple, ça peut être une fonction, plutôt un groupement méthyle ou éthyle qui va bouger. Et ensuite, on a les isoméries de position, du coup, même formule brute, même fonction chimique, même squelette, mais différents positions des substituants, donc par exemple, encore des groupements éthyles. Donc il faut faire très attention, pardon, parce qu'une formule brute peut faire plusieurs molécules. Et j'ai oublié de vous rappeler la définition de terminale. Donc une isomérie, par définition, c'est une même formule brute, mais une formule développée différente. Donc on a deux types de stéréoisomères, du coup, qui ne sont plus des isoméries planes. Donc on a les stéréoisoméries de conformation et celles de configuration. Donc celles de conformation, c'est juste les atomes qui diffèrent, qui sont placés différemment de par des liaisons. Donc on passe très facilement d'un conformère à l'autre, comme on peut le voir sur l'exemple à droite. Alors que les stéréoisoméries de configuration, du coup, c'est de par la nature de la disposition, entre guillemets. Donc c'est intrinsèque à la molécule et on peut pas le faire tourner. Genre en gros le point de vue n'influence pas la stéréoisomérie. Et du coup pour le petit mémo qui va vous aider à comprendre, pour la configuration, on pense à figure, casser des figures, donc on met de l'énergie, du coup on a besoin de casser des liaisons avec de l'énergie souvent, pour repasser d'une stéréoisomérie de configuration à une autre, comme vous pouvez le voir pour l'exemple à gauche. Donc on a différents cas pour les stéréoisoméries de conformation, pardon. Donc c'est en fonction de la complexité de la molécule. Donc pour un composé acyclique simple, on peut le voir par exemple ici avec l'éthane, donc CH3, CH3. On représente la molécule dans l'axe carboné et les H vont se positionner de manière différente en représentation de Newman. Donc on a deux conformères notables, la conformation étoilée et la conformation éclipsée. La conformation étoilée, aussi appelée décalée, c'est quand les atomes de H sont le plus éloignés possible les uns des autres, alors que l'éclipsée, c'est quand ils sont les uns sur les autres. Donc ça va générer différents niveaux d'énergie, comme on peut le voir avec le diagramme à droite.
où du coup, les conformères décalés sont les moins énergétiques, et donc les plus stables, et les conformères éclipsés sont les plus énergétiques, donc les plus stables. Donc là, vous voyez qu'en fonction de l'angle dièdre, qui est l'angle entre deux molécules d'H, et après que ça va tourner, donc il va grandir, vous voyez qu'il y a une infinité de possibilités possibles. C'est juste qu'on en a deux qui sont assez notables du coup. Donc pour des composés acycliques plus complexes, comme par exemple cette fois-ci le butane, donc CH3, CH2, CH2, CH3, si je... oui c'est ça, on a différentes conformères qui sont notables, donc du coup on a l'anti, où les deux CH3, parce qu'on voit que quand on représente, pardon j'ai oublié de dire ça, quand on représente en Newman, comme tout à l'heure, on voit qu'il y a plus seulement que des H, mais il y a aussi des groupements CH3. Du coup, ça va générer différentes interactions énergétiques. Donc, pour l'anti, les H sont carrément opposés, dans un côté, chacun d'un côté. Donc c'est la plus stable. Après, on a la décalée où du coup ils vont se rapprocher, mais rester quand même éloignés, ils vont pas être collés. Après, on a l'éclipsée, où du coup c'est quand un H va se retrouver dans le même plan qu'un CH3, qui est encore plus énergétique, et la SIN, où carrément deux CH3 pardon, sont l'un derrière l'autre. Du coup, ça va être très énergique et ça va être la moins stable. Pour retenir un peu l'ordre des stabilités, mon petit moyen mnémotechnique c'était Hadès, le dieu des enfers, donc anti, A, décalé D, éclipsé E et sin S. Bon, c'est pas très très important, mais au moins ça peut vous rassurer d'avoir ça pour le retenir, c'est toujours bien. Après, on passe au composé cyclique, où là, du coup, par exemple, on a une molécule représentée en position chaise, qui est la position la plus stable, comme vous pouvez le voir avec le diagramme. Donc les H se posent enfin, se mettent en position équatoriale ou axiale. Équatoriale pour les liaisons en bleu et axiale pour les liaisons en rouge. Donc du coup, là, les rotations, c'est juste le changement de position des H, et on voit qu'il y a différentes, pareils, conformères, donc chaise, croisée, bateau, enveloppe, mais on s'en fout un peu. Il faut juste faire attention aux interactions 1,3 diaxiales. Ce terme barbare, c'est en gros quand au lieu d'un H, il va avoir par exemple un CH3 ou autre groupement plus gros. Du coup, il va avoir d'autres interactions que s'il y avait que des H, et si des fois c'est dans le même plan ou quoi, bah du coup ça va interagir et ça va rendre la molécule instable. Mais c'est expliqué dans ma fiche, et c'est pas très important non plus. Voilà. Du coup, on va passer aux stéréoisoméries de configuration, du coup. Donc on a deux types de stéréoisoméries de configuration. Celle portée par le carbone asymétrique comme en haut, qu'on va qualifier avec le RS, et la configuration portée par la double liaison, qu'on caractérisera par ZE. Je vous expliquerai tout ça juste après. Donc la configuration absolue RS. Donc très important, vraiment, c'est la partie la plus importante du cours, donc accrochez-vous et restez concentrés. Donc du coup, cette configuration concerne les molécules avec un atome hybridé sp3 tétraédrique asymétrique. Donc sp3, ça veut dire, c'est par exemple le carbone. On en a parlé dans les autres cours, du coup, pour qu'il fasse 4 liaisons de S2 et cassé, et ça fait S, enfin il y a 1 dans S et 3 dans P. Tétraédrique, c'est la géométrie que vous avez vue avec Colin dans le dernier cours. Et asymétrique, ça veut dire qu'il y a 4 groupements différents qui sont liés du coup à cette molécule, donc à cet atome, pardon. Donc du coup, ça concerne surtout les carbones, mais il n'y a pas que les carbones, mais nous on va traiter que des carbones en passe du coup. Donc avec la représentation en CRAM, qui est une représentation en 3D, on voit bien c'est différentes, enfin, que les molécules sont différentes, et on voit qu'elles ne sont pas superposables l'une à l'autre, quel que soit le point de vue, la rotation, etc. Ce qui est le point d'une configuration, d'une stéréoisomère de configuration. Et du coup, on va avoir la notion d'énantiomères, qui sont du coup des molécules qui sont images miroirs dans l'une dans l'autre, mais non superposables, comme vous le voyez en bas.
Donc du coup, ces stéréodescripteurs vont nous permettre de décrire des énantiomères. Donc vous vous demandez sûrement, mais comment on va faire pour les déterminer? Alors ça peut paraître très compliqué, les règles sont assez barbares, mais franchement, ça le fait. Une fois que vous avez compris surtout comment faire et n'apprenez pas par cœur, c'est pas très utile, et que vous vous êtes entraîné avec les fiches, les fiches, l'exemple sur les fiches, pardon, les DM, les anatutes et les annales, vous allez voir, bon, ça va être super simple. Ça peut prendre du temps au début, mais après ça devient faisable, ça se fait. Donc du coup, la première étape, c'est de classer les atomes avec les règles CIP, autrement appelées Can-Ingold Prelog, mais enfin on s'en fiche un peu du nom. Donc pour les règles CIP, il y a 3 règles. Donc la première, du coup, c'est de numéroter les atomes en fonction de leur numéro atomique, donc de leur Z. Donc on va numéroter d'abord les atomes qui sont directement liés au carbone asymétrique, et on va les classer du coup de manière décroissante avec leur Z. Et des fois, il arrive, par exemple dans certaines molécules, comme le C est lié à deux autres C, ben, il y a ce qu'on appelle une indétermination au niveau 1, et du coup, on va appliquer cette règle aux atomes qui sont liés à ces atomes, du coup, pour déterminer qui est prioritaire ou pas. Et une particularité qui fait la troisième règle, c'est quand il y a une double liaison, donc ça s'applique souvent, surtout en cas d'indétermination, parce qu'il y a rarement, voire jamais, de double liaison liée à un carbone asymétrique. Bah, du coup, la double liaison va compter comme s'il était lié à deux fois le même atome. Donc par exemple, deux fois un O. Pour une double liaison, c'est O. Mais c'est un peu flou, mais je vais vous montrer avec l'exemple là. Donc du coup, vous voyez cette petite molécule avec le carbone asymétrique qui est notifié par l'astérisque. Donc du coup, quand on classe au premier niveau, on a un H, un N et deux C. Donc déjà, on sait que le N, c'est le plus grand et le H, c'est le plus petit. Mais les deux C, on peut pas les différencier parce qu'ils sont identiques au premier niveau. Du coup, règle numéro 2, on va aller au niveau 2. Donc du coup, le C1 il y a 3 H, et le C2 il est double liaison O et un O. Donc là, règle numéro 3, double liaison O, c'est comme si c'était lié à deux atomes de O, d'oxygène, et du coup, bah, 3 O. Donc on voit bien que le Z du O qui est égal à 8 pardon, est supérieur au H qui est égal à 1. Du coup, bah, le C2 est prioritaire au C1. Du coup, on obtient, comme montré par l'image du bas, cet ordre, enfin ce classement. Donc une fois qu'on a classé les molécules, on va les représenter en Newman dans la projection carbone asymétrique 4. Donc ça va nous faire un petit cercle comme avant, et on va avoir les substituants autour, avec les numéros. Donc si on tourne dans le sens 1, 2, 3, dans le sens horaire, on est en configuration R. Donc le petit moyen mnémotechnique, R ça veut dire right en anglais, donc on tourne vers la droite, donc le sens horaire des aiguilles d'une montre, ou rectus en latin si vous êtes latiniste, voilà. Ou sinon, le petit moyen mnémotechnique un peu visuel, c'est quand on fait un R majuscule, on commence la boucle du R vers la droite, donc comme le sens horaire. Du coup, voilà, si ça vous aide. Moi, je retenais plus avec le R rectus. Et si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, du coup, on est en configuration S, donc Sinister en latin, Sinistra en... Sinistra en latin, Sinistra en italien. Et si on tourne... Enfin, si quand on fait un S majuscule, on commence à tourner dans le même sens que dans le sens anti-horaire, et du coup, voilà, enfin, c'est très visuel et c'est utile. Donc là, on voit bien avec l'exemple qu'on regarde enfin, du bas vers le haut, du coup, dans le sens C et 4, et voilà. Et la petite astuce, c'est quand vous avez une molécule un peu compliquée et que par exemple le quatrième groupement, donc souvent le H, est en avant, vous allez vous dire, purée, mais qu'est-ce que c'est pénible de s'imaginer la molécule dans l'autre sens alors qu'elle est super grosse. Ben en fait, vous n'avez pas à faire ça. Vous faites vous faites ça, vous cherchez 1, 2, 3, 4, comme si de rien n'était. Vous faites la projection de Newman, mais ça qu'en fait vous le faites dans le sens 4. Enfin, vous regardez dans le 4 avec le C alpha, enfin le C asymétrique, pardon. Et en gros, bah, vous faites comme si de rien n'était, vous allez obtenir un sens, et par exemple, si ça vous tourne dans le sens R, vous allez obtenir CR, mais comme le H il est en avant, il faut que vous inversiez, du coup, et ça va donner S. Donc d'où le petit même, parce que c'est très pénible quand on oublie d'inverser, parce que bah, on a trouvé le bon truc, mais on a juste oublié d'inverser parce que dans la précipitation, donc n'oubliez pas d'inverser, et ça fait gagner vachement du temps cette astuce. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais faites attention au piège configuration
absolue et relative. La RS est bien une absolue, et pas relative. Donc du coup, maintenant, on a une nouvelle notion qui est la notion de chiralité, qui est assez importante. Donc on dit qu'une molécule est chirale lorsque son, son image dans un miroir ne peut pas lui être superposée. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec les enantiomères, enfin c'est exactement ce que j'ai dit, mais du coup, on va voir les petites particularités. Donc ça, c'est la définition générale de la chiralité. Deux molécules chirales, elles ont des mêmes propriétés physiques, chimiques et biologiques, sauf pour la capacité à dévier la lumière polarisée quand elles sont traitées. Et on va avoir la naissance d'une activité optique qu'on peut mesurer avec, par exemple, la loi de Biot, mais c'est pas très important. Enfin, le professeur Azoulay n'insiste pas trop dessus, il le explique chaque année, mais sans plus. Juste retenez que voilà, deux énantiomères, elles dévient la lumière pas du même côté, elles ont le même pouvoir rotatoire en valeur absolue, mais de signes opposés. Et ce sera suffisant. Vous lisez dans la fiche, ça sera un peu plus expliqué, mais je vais pas vous prendre la tête là maintenant, pour la première fois avec ça. Donc, pour qu'une molécule soit chirale, elle doit avoir en son sein ce qu'on appelle un centre, au moins un centre stéréogène. Donc, un centre stéréogène, ça peut être un atome asymétrique, donc par exemple un carbone asymétrique, petit plus, que le prof ne dit plus, mais qu'il disait il y a un petit moment. Quand il y a un atome, un carbone asymétrique, c'est forcément chiral, mais quand il y en a deux, ça l'est pas forcément. Donc il faut faire attention, mais bon, je pense pas qu'il va vous le faire tomber. Mais voilà, pour la petite info. Et un autre type de centre stéréogène, c'est les enchaînements de cyclobutane à nombre pair, les cyclopropanes transsubstitués et les alènes. Mais vous prenez pas la tête avec ça, retenez-les juste, ça tombera pas en QCM, je pense. Enfin, en tout cas, ça serait méchant de faire tomber ça. Et comme il nous l'a dit, le professeur Azoulay, il est pas là pour vous faire des QCM méchants. Donc, du coup, un centre stéréogène, du coup, ça signifie que la molécule, elle n'a pas de plan de symétrie, elle n'a pas de centre de symétrie et elle n'a pas d'axe impropre qui est la... Ben, les deux en fait en même temps. Donc du coup ça nous amène à des définitions très importantes. Donc les isomères pardon, sont le terme générique pour deux stéréoisoméries, deux isomères de stéréochimie, pardon. Les épimères, c'est quand la configuration absolue seulement d'un seul carbone asymétrique varie. Donc vous avez dû le voir en structural en bioche OS1 avec les glucides, comme sur les molécules représentées d'ailleurs. Donc ça s'emploie que quand il y a plus de deux carbones asymétriques. Une énantiomère, du coup, c'est quand les deux molécules sont images l'une de l'autre dans le miroir et que les configurations sont donc totalement inversées. Par exemple, si on a un carbone R et un carbone S, ben on va avoir un carbone S et un carbone R respectivement. Et du coup, ça nous amène au mélange racémique, c'est quand en gros, dans une solution, il y a autant d'une énantiomère que de l'autre, donc c'est 50-50. Enfin, oui, ça s'applique pour les énantiomères. Donc voilà, essayez de retenir ces définitions, c'est important. Des fois, ça tombe en QCM, vous allez voir qu'après, il y a d'autres définitions qui sont un peu moins importantes par contre. Donc là, du coup, on va se concentrer sur la configuration ZE. Donc c'est une configuration quand il y a une double liaison C, donc c'est rarement avec d'autres atomes, et quand les substituants sont différents 2 à 2. Donc c'est-à-dire que quand un C ne peut pas être relié à deux fois le même carbone, deux fois le même atome, pardon, enfin le même groupement. Mais par contre, il peut avoir des groupements identiques des deux côtés, en gros. Donc pour le déterminer, on va utiliser pareil les règles CIP pour faire les priorités de chaque côté, donc de manière séparée, d'un côté et puis de l'autre. Et en gros, on va tirer des flèches du groupement le plus prioritaire au moins prioritaire. Donc on va avoir nos petites flèches, soit comme ça, comme ça, soit comme ça, comme ça, soit comme ça, comme ça, enfin etc. Et en fonction bah, du sens des flèches, on va avoir différentes configurations. Donc si les flèches elles vont dans le même sens, c'est une isomérie Z. Et si elles vont dans le sens opposé, c'est une isomérie E. Donc pour le moyen mémotechnique, si vous avez fait allemand, c'est un peu sympa à retenir. Le Z, pardon, c'est pour Zusamer. Je sais pas si on dit comme ça en allemand, mais c'est pas grave. Donc c'est Zusamer qui veut dire ensemble, et l'autre c'est Entlingen, ou Entengen, je sais plus, qui veut dire opposé. Donc voilà, si ça vous aide, ou sinon
Retenez opposé, eux, c'est tous les deux des voyelles, ou des consonnes, non c'est des voyelles. Même sens, Z, c'est des consonnes, du coup voilà. Retenez-le un peu comme vous pouvez et comme vous voulez, surtout. C'est important de vous trouver vous aussi des moyens mémotechniques parce que vous les retiendrez mieux que ceux qu'on vous dit. Mais après, si vous en trouvez pas et qui vous plaisent, ben, retenez-les aussi. Après, il y a une dernière configuration, qui est une configuration relative cette fois-ci. C'est la configuration cis-trans. Donc c'est pour quand on a un substituant qui est placé dans un cycle. Et du coup, il y en a un qui va être en avant, un en arrière, les deux en avant, les deux en arrière. Donc quand c'est cis, c'est qu'ils sont du même côté. Et quand c'est trans, c'est qu'ils sont dans des plans opposés. Si vous voulez retenir, cisgenre par exemple, si vous faites le lien avec le cisgenre, c'est quand le sexe biologique correspond au genre de la personne, donc c'est du même côté entre guillemets, donc cis. Et transgenre, c'est quand les deux ne correspondent pas, donc ils sont pas dans le même plan. Moi, ça m'aidait à retenir, donc voilà. Et après, j'ai tout ça détaillé dans la fiche. Je vais pas vous le détailler parce que c'est plus de la culture G, vous prenez pas la tête avec ça tout de suite. Mais vous allez voir que ça a une importance, qu'il y a eu des crises sanitaires entre guillemets à cause de ces problèmes de qualité qu'on ne connaissait pas forcément, et que c'est quand même très important pour les médicaments. Bon du coup voilà, petite diapo toute moche, pour dire que c'est la fin. On a été très contents, moi et mon coach, de vous faire ces vidéos, et n'hésitez pas si vous avez toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment, posez toutes les questions sur le forum, parce que vraiment le plus important en chimie, c'est la compréhension. Donc voilà, on va vous faire des DM tout le semestre, entraînez-vous. Le mot d'ordre pour la chimie, c'est vraiment de s'entraîner, et vous allez voir, tout va rentrer, et vous allez vous y arriver, et on veut que vous perfectiez la chimie. Voilà, à plus dans le bus.